pour en discuter, je retrouve Daniel Bélan, qui est politologue à l'Université McGill. Bonjour, Daniel. Bonjour. Alors, je vous demanderai d'abord vos prédictions à la lumière de ce que vous observez ces jours-ci. Est-ce qu'on va se réveiller avec un gouvernement minoritaire le 22 octobre? Moi, je fais votre prédiction parce que, surtout en ce moment, écoutez, c'est tellement serré si on regarde les sondages que, oui, c'est sûr que les chances sont bonnes, qu'on se retrouve avec un Parlement minoritaire. Et donc, ça veut dire un Parlement où il n'y aurait pas un parti qui aurait la majorité des sièges, 170, donc sur 338. Moi, c'est sûr que les chances sont élevées, mais on peut avoir une surprise aussi le soir de l'élection. Vous savez, par exemple, au Québec l'an dernier, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que la CAQ ne pouvait pas remporter de gouvernement majoritaire, et puis finalement, c'est ce qu'ils ont obtenu. En 2015 aussi, à l'échelle fédérale, on parlait de la possibilité d'un gouvernement minoritaire. Finalement, les libéraux avaient décroché un gouvernement majoritaire. Dans ce cas-ci, ce que vous voyez dans vos cartes, ce serait davantage minoritaire, libéral ou conservateur, ou c'est impossible de dire? Ben, c'est très difficile. Ouais. Je pense que c'est impossible de le dire en ce moment, parce que ça va dépendre. On a au Canada 338 élections qui se produisent en même temps. Et des fois, il y a des courses avec 3 ou 4 candidats qui ont vraiment une chance de l'emporter pour un siège en particulier, qui ont la chance de remporter un siège en particulier. Donc, il y a beaucoup d'instabilité. Surtout en ce moment, on a les libéraux et les conservateurs au niveau national qui sont vraiment nez à nez dans les sondages. On a la montée du Bloc québécois au Québec. On a aussi le NPD qui fait de mieux en mieux. Et donc, ça, c'est sûr que la montée du Bloc et la meilleure performance du NPD, ça réduit les chances d'un gouvernement majoritaire. Mais s'il y avait un gouvernement minoritaire ou un parlement minoritaire, je ne sais pas qui, entre les libéraux ou les conservateurs, aurait la meilleure chance de former un gouvernement. Donc, pas de prédiction de ma part aujourd'hui. Oui, surtout que dans plusieurs circonscriptions, il y a des luttes à 3, c'est très, très, très serré, donc c'est difficile à dire, effectivement. Plusieurs, Daniel, estiment qu'un gouvernement minoritaire, c'est pas souhaitable parce qu'en plus d'avoir une durée de vie très courte, en moyenne au Canada, c'est 21 mois, c'est pas efficace. Est-ce que c'est vrai qu'un gouvernement minoritaire, c'est pas efficace? Non, je pense que écoutez, ça dépend comment on définit efficacité. C'est sûr que d'un point de vue politique, c'est moins efficace parce qu'il faut négocier avec les chefs des autres partis pour obtenir leur soutien pour les votes de confiance. Donc, je pense que le vote pour le budget, par exemple. Donc, sur le plan politique, c'est moins efficace. Mais sur le plan des politiques publiques, au Canada, on a réalisé beaucoup de choses sous des gouvernements minoritaires. C'était le cas dans par exemple, Lester B. Pearson, les libéraux au milieu des années 60. En 1966, effectivement, c'est rapporté dans les journaux aujourd'hui. On a réussi, grâce à l'appui, le gouvernement libéral, grâce à l'appui du NPD, à faire passer la loi de l'assurance maladie quand même. C'est pas rien, là. Tout à fait, c'est pas rien. Donc, c'est seulement un exemple parmi d'autres. Et même durant les années Harper, lorsque c'était un gouvernement minoritaire, ils ont quand même été capables de gouverner et d'adopter plusieurs politiques. Coupure dans le taux de la TPS, ça fait plein de mesures comme ça qu'ils ont réussi à adopter, politique budgétaire, mais ils ont dû faire des compromis, notamment en 2008, après la crise financière, le budget d'après, sous la pression du NPD, des libéraux, ils ont été obligés d'adopter un budget keynésien où on dépensait plus pour favoriser la création d'emplois, ce qui n'était pas l'idée originelle, l'idée des conservateurs. Mais les conservateurs ont dû se réaligner, ont dû changer leur fusil d'épaule parce que pour se maintenir au pouvoir, ils ont dû faire un compromis. Donc, est-ce que c'est inefficace? Je pense qu'en matière de politique publique, non, c'est pas moins efficace qu'un gouvernement majoritaire et ça peut conduire à vraiment favoriser l'adoption de mesures vraiment importantes. Mais sur le plan politique, c'est plus difficile et c'est vrai que ça dure moins longtemps en moyenne, évidemment, qu'un gouvernement majoritaire. Oui, on rapporte également comme exemple, entre 1972 et 1974, le gouvernement minoritaire de Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, avait fait adopter la loi sur l'indexation des régimes de retraite. Donc, ça peut être efficace, il faut le rappeler, un gouvernement minoritaire. Maintenant, quand même, un gouvernement minoritaire ne peut pas se comporter comme s'il était majoritaire, comme s'il y avait un mandat clair. Il faut davantage tenir compte de la vie de la population. Est-ce que ça donne un gouvernement qui gouverne davantage en fonction des sondages? Je pense que c'est un gouvernement qui gouverne davantage en fonction de ce que les chefs des autres partis peuvent accepter. Et puis, je pense que tout le monde regarde les sondages. Ce n'est pas seulement le premier ministre
d'un gouvernement minoritaire, mais c'est aussi les chefs des autres partis. Donc oui, les sondages, en fait, les sondages ont une importance particulière du gouvernement minoritaire parce que l'élection peut se produire à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir la dissolution de la Chambre des communes, du Parlement, du Sénat et de la Chambre des communes à tout moment, parce que si on perd un vote de confiance, normalement, le premier ministre démissionne, et après ça, normalement, on devrait avoir des élections. Et donc, on regarde les sondages de près parce que puis c'est pas seulement le premier ministre, mais c'est aussi le chef de l'opposition et les autres chefs de parti, parce qu'ils se demandent quand est-ce que je peux faire tomber le gouvernement? Est-ce que je fais bien dans les sondages? Si c'est un gouvernement minoritaire conservateur, les libéraux, les NPD, ils regardent les sondages, ils se disent mais est-ce que c'est le temps de faire tomber le gouvernement conservateur? Est-ce qu'on a une chance de remporter l'élection si on fait tomber le gouvernement puis il y a une élection? Ou est-ce que c'est mieux d'attendre? Donc, il y a tout un jeu politique. Les sondages sont importants, mais pour tous les partis politiques et pas seulement pour le parti au pouvoir. Oui, parce qu'en plus, ça peut jouer contre le parti d'opposition que de faire tomber un gouvernement. Donc, vraiment, il faut prendre ça en considération également. Juste un mot sur la durée des gouvernements minoritaires. Règle générale au Canada, 18, 21 mois. Est-ce que c'est écrit dans le ciel que ça va être de courte durée ou si ça pourrait durer plus longtemps qu'un an et demi, presque 2 ans? Oui, ça pourrait durer plus longtemps. Ça dépend encore là du calcul politique des différents partis. Est-ce qu'ils pensent que... déjà, normalement, on n'aurait pas d'élection 6 mois ou même un an après, normalement. C'est parce que le parti qui, justement, qui vote contre le gouvernement, qui fait tomber un gouvernement, il ne veut pas être responsable de l'impopularité d'avoir une autre élection vraiment pas quelques mois ou même un an après l'élection précédente. Donc, il y a beaucoup de calculs politiques, mais c'est vrai que ça peut durer plus de 2 ans, ça peut durer jusqu'à 5 ans, c'est la durée maximum entre 2 élections au Canada, c'est 5 ans. Mais évidemment, ça serait difficile à imaginer aussi long, mais on peut imaginer facilement un gouvernement minoritaire durer 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans. Donc, ça peut dépasser quand même les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Oui. Bon. Maintenant, sur la possibilité d'avoir un gouvernement de coalition, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent de ça, d'une alliance, d'une coalition entre les libéraux et le NPD au lendemain de l'élection. On n'a pratiquement jamais vu ça au Canada. Je pense que, sauf erreur, on a vu ça une fois au provincial du côté de l'Ontario, mais au Canada, ça s'est jamais vu? C'est-à-dire qu'on l'a vu au niveau provincial plus qu'une fois. Il y a eu l'Ontario entre 85 et 87, mais dans d'autres provinces, on a eu aussi des coalitions ou quelque chose qui ressemble à une coalition, comme en Saskatchewan et ailleurs. Mais au niveau fédéral, le seul exemple qu'on pourrait trouver, c'est un gouvernement d'union, mais c'était une forme de coalition. C'est en 1917. Ça fait longtemps, ça fait plus d'un siècle, avec Premier ministre Borden, conservateur, qui, lui, a recruté des députés libéraux qui ont formé un gouvernement d'unité nationale au moment où il y avait un débat sur la conscription. Et le chef du Parti libéral à l'époque était Wilfrid Laurier, a refusé d'entrer dans un accord de coalition, de signer un accord avec les conservateurs. Mais il y a des députés libéraux qui se sont joints au gouvernement, qui sont devenus ministres. Donc, il y a un exemple, si on veut, mais ça fait longtemps, c'était durant la Première Guerre mondiale. Puis c'est vrai que ça fait pas partie de la façon dont on fait les choses normalement à Ottawa, mais il n'y a absolument aucune loi, il n'y a rien dans notre Constitution, dans nos conventions qui empêche la formation d'une coalition au niveau fédéral ou au niveau provincial. Pourquoi c'est aussi rare au Canada alors que c'est très fréquent dans d'autres pays? Je pense par exemple à l'Irlande. Oui, et en partie notre système électoral. C'est sûr que si on avait un élément proportionnel ou que ce serait un système proportionnel, les coalitions seraient beaucoup plus importantes. Ça dépend aussi du nombre de partis. Donc, il y a des pays comme en Italie ou en Israël où c'est très instable. Il y a des coalitions qui peuvent changer souvent. En Israël, c'est leur 2e élection en moins d'1 an, puis je pense qu'ils n'ont pas encore décidé qui serait le premier ministre. Et ça fait quand même longtemps qu'ils ont eu la 2e élection. Donc, nous, au Canada, on n'est pas habitués à ça. Il y a d'autres pays aussi, comme la Belgique, où ça a déjà arrivé, où ça a pris plus de 500 jours avant de former une coalition pour être au pouvoir. Donc, au Canada, en général, les tractations après une élection ne durent pas aussi longtemps. Et puis, la décision, lorsqu'on a un parlement minoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti qui a plus de 170 députés, 170 ou plus, on y va souvent avec un gouvernement minoritaire, donc il n'y a pas d'alliance formelle. Puis surtout, il n'y a pas de députés du parti qui soutient le gouvernement dans certains votes qui a ses députés
qui deviennent ministres, en fait. Parce que lorsqu'on a une coalition formelle, normalement, il va y avoir des ministres d'un autre parti qui fait partie de la coalition qui vont jouer le rôle de ministre. Ils peuvent faire partie du cabinet ou pas, mais ça, au Canada, encore là, ça s'est vu seulement une fois en 1917. Et c'était même pas une entente formelle entre les deux partis, c'était des députés libéraux qui se sont joints au gouvernement conservateur de M. Borden. Donc, ça veut dire que s'il y avait une coalition entre les libéraux et le NPD au lendemain de l'élection, ici au Canada, il pourrait donc y avoir des ministres du NPD dans un gouvernement libéral. Si c'était une coalition formelle, oui. Ça s'est vu, par exemple, il n'y a pas trop longtemps en Angleterre avec donc quand il y avait sous M. Cameron, il y avait les conservateurs et puis les Lib Dems, donc les libérales-démocrates, qui avaient formé une coalition. Il y avait des ministres des deux partis. Donc, je pense que c'est pas... ça se produit dans d'autres pays. C'est pas impossible au Canada, mais encore là, je pense que s'il y avait une coalition qui se formerait après l'élection du 21 octobre, ce serait très controversé sur le plan politique. Ce ne serait pas illégal, mais ça serait controversé. Il y aurait beaucoup d'attaques. Oui, parce qu'en fait, les coalitions se forment après les élections et les électeurs n'ont pas voté pour ça. On peut se demander si c'est légitime. Oui, les électeurs n'ont pas voté pour ça, mais il faut dire aussi que dans notre système, parfois, il y a des partis qui ont 36-37 % des voix qui se retrouvent avec un gouvernement majoritaire. Et donc, ça veut dire que la majorité de la population n'a pas voté pour le gouvernement qui est au pouvoir pendant 4 ans, avec beaucoup de pouvoir sur le plan exécutif et législatif. Donc, cet argument-là, quand même, on peut le relativiser et le critiquer. Et en terminant, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce qui arrive dans le cas d'un gouvernement de coalition, là, puisqu'on spécule, là, avec les tiers partis, comme par exemple le Bloc québécois, qui pourra avoir quand même une bonne représentation aux communes après l'élection, Parti vert également. Qu'est-ce qui arrive avec les tiers partis dans des gouvernements de coalition? Bon, écoutez, le gouvernement de coalition, si ça se produit, encore là, on va voir. Je pense que dans le cas d'un gouvernement minoritaire, ces partis-là jouent un rôle plus important que d'habitude. Si c'est une coalition formelle et qu'ils sont exclus de la coalition, ben là, leur rôle est beaucoup moins important. Mais si c'est un gouvernement minoritaire, sans coalition formelle, ben là, ils peuvent, dans certains cas, décider de voter pour le parti au pouvoir ou pas. C'est au cas par cas. Donc, on peut imaginer, par exemple, si c'était un gouvernement minoritaire conservateur, que le Bloc pourrait soutenir les conservateurs au sujet de certaines mesures, surtout qui favoriseraient, par exemple, la décentralisation, plus de pouvoir pour le Québec. Mais si c'était les libéraux qui avaient un gouvernement minoritaire, le Bloc aussi pourrait s'aligner ou voter du côté des libéraux pour certaines mesures fiscales, par exemple, ou des mesures qui, selon eux, seraient compatibles avec l'intérêt du Québec. Et on pourrait imaginer ça pour le NPD, la même chose. Même le NPD pourrait voter pour des législations soutenues par un gouvernement conservateur minoritaire si, évidemment, il considérait que ces mesures-là étaient des mesures, disons, qui sont favorables à l'idéologie du parti, ou du moins qui sont nécessaires sur le plan des politiques publiques. Donc, la situation d'un gouvernement minoritaire, ça crée beaucoup d'instabilité, oui, sur le plan politique, mais on peut faire des choses sur le plan des politiques publiques, en partie parce que, en général, les gens ne veulent pas aller voter à chaque 3 mois ou à chaque 6 mois. Ça se fait dans d'autres pays, mais au Canada, c'est très, très rare. Ouais. Donc, ils vont devoir travailler ensemble au moins pendant, normalement, un an et demi avant d'avoir une autre élection, parfois beaucoup plus. Et donc, c'est une dynamique politique complètement différente de ce qu'on a vu depuis entre 2011 et 2019, avec 2 gouvernements majoritaires de suite, où les partis d'opposition, en fait, critiquaient, mais ne pouvaient pas faire grand-chose. Dans une situation minoritaire, c'est ce qu'on a après les élections du 21, on va revenir un peu à ce qui s'est passé avant, au milieu des années 60, ou même durant les années Harper, où les chefs de partis doivent négocier entre eux, où le premier ministre doit être à l'écoute de ce que les partis d'opposition disent pour rester au pouvoir et puis aussi pour faire des choses qui sont nécessaires pour gouverner le Canada. Donc, beaucoup de jeux de coulisses à prévoir en perspective. Vous avez raison. On est mieux de se concentrer probablement à ce stade-ci sur possibilité d'un gouvernement minoritaire qu'un gouvernement de coalition. Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill, merci beaucoup. C'est toujours éclairant de vous parler. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.